à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans votre café littéraire. C'est la dernière journée. Comme tous les jours durant ce salon du livre et de la presse jeunesse, bien, nous vous proposons un temps d'échange avec des autrices et auteurs autour de la thématique de désir de monde. Et aujourd'hui, nous allons parler du langage. Le langage comme moyen de se reconstruire, comme dans le très beau livre de Violaine Lison, Vous étiez ma maison, aux éditions Esperluette. Une amitié mystérieuse entre une fille de la ville et une femme mi-fée, mi-sorcière en plein cœur d'une forêt. Bonjour Violaine, soyez la bienvenue. Merci. Le langage théâtral aussi de Sylvain Levé avec Paloma, destin croisé d'une riche brésilienne et de deux sœurs des favelas. Ces femmes emprunteront des chemins contraires pour peut-être mieux se retrouver et découvrir que la solidarité est certainement le plus grand des luxes. Sylvain Levé, merci d'être là. Soyez le bienvenu. Bonjour. Le langage vivant, indomptable et intime de Laura Luthard nous emmènera au bord du bord, le titre de son premier recueil chez Bruno Doucet. La poésie est vivante, elle est moderne, elle sonne, elle tonne, elle détonne, elle est en vie. Bonjour Laura, soyez la bienvenue autour de cette table. Bonjour. Le langage enfin émancipateur pour terminer ce tour de table avec Clou qui a posé sa guitare le temps d'un recueil intime sur son adolescence. Elle dit le poids des mots, ce qui claque, abîme, mais aussi réconforte. On est ravis de vous avoir avec nous, Clou. Merci beaucoup. Et pour m'aider tout au long de cette émission, vous en avez pris l'habitude, je suis jamais tout seul et toujours bien accompagné. Aujourd'hui, c'est Amanda qui sera à mes côtés et qui va passer au grill des questions de nos invités. Amanda, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, et vous ? Je suis ravi d'être à tes côtés parce que je sais que tu as pris plein de notes, tu as lu tous les livres. Quel genre de lectrice es-tu ? Raconte-moi. Je lisais beaucoup. Là, depuis le début de l'année, je lis un peu moins à cause des cours, etc. Et à cause des professeurs qui t'empêchent de lire. Oui, c'est le drame. Et j'aime beaucoup les romances et le fantastique. Voilà. Ouais. Tu as pris plaisir à découvrir. Alors, c'est peut-être pas tes lectures habituelles. Du tout. Du coup, tu as découvert d'autres langages. Oui, et j'ai été agréablement surprise. C'est super, tu vas pouvoir partager tes opinions, tes critiques, ton regard avec les auteurs qui sont là pour répondre à tes questions. Je te propose d'attaquer tout de suite parce qu'on a plein de choses à se dire et que 50 minutes ça passe très vite et qu'à la fin on perd toujours contre le chrono. Violaine Lison, bonjour. Vous vivez à Tournai, à la frontière belge. Vous avez étudié la philologie romane. On en parlera tout à l'heure parce que c'est passionnant. Tu sais ce que c'est la philologie ? Non ? Elle va nous expliquer, Violaine, tout à l'heure. Vous aimez transmettre à vos élèves votre passion des lettres et de l'art. Vous écrivez des poèmes avec eux, c'est ça ? Oui, je l'amène à l'écriture parce que c'est mon langage, donc faut que je leur parle et qu'ils me comprennent. Et donc c'est par là que je leur parle. Ouais. Voilà, vous écrivez avec eux donc des poèmes, des pièces de théâtre que vous mettez en scène aussi. Oui. Voilà, et vous êtes là aujourd'hui pour ce très beau livre. Vous étiez ma maison. Alors un livre, ou plutôt un conte, je dirais, qui nous emmène sur les traces de la narratrice qui quitte la ville pour une forêt profonde, où elle croise une femme âgée, alors mi-fée, mi-sorcière, qui rapièce et protège. Elle joue du piano et de la machine à coudre. Et cette dernière, elle invite la visiteuse à entrer. Et on y est bien dans cette maison, hein. On y est plutôt au chaud, entre le chat et la cheminée qui crépite. Une relation dense va se tisser entre les deux femmes, se lisser peut-être aussi, peut-être un lapsus. Les lundis deviennent leur rendez-vous régulier. On répare les vêtements, on soigne ses blessures et on se reconstruit. Mais lorsque la maison se vide sans prévenir, questions et doutes refont surface. Vers qui se tourner quand les lieux familiers deviennent lointains. C'est un texte très très délicat et agrémenté par les beaux tout aussi délicats dessins en noir transparent de Manon Gignoux. Je savais que j'allais me planter à ce moment-là. Grave. Amanda, qu'en as-tu pensé, dis-moi ? J'ai particulièrement aimé Vous étiez ma maison parce qu'on est plongé dans un univers un petit peu magique. Personnellement, j'aime bien avoir dès le début du livre le nom des personnages, le lieu, etc. Et j'étais un petit peu déroutée, mais au fil des pages, le sentiment de mystère nous pousse à continuer à lire jusqu'à la fin. Et je l'ai lu d'un coup, très rapidement, et j'ai beaucoup aimé. Merci. Mais oui, en fait, ça me touche parce que ce livre n'a pas du tout été écrit pour la jeunesse. Oui.
désolé. Restez avec nous quand même. Hein. Voilà. Et donc, voilà, moi je suis entouré de jeunes par mes élèves, mes enfants aussi. Et donc j'ai pas du tout pensé voilà, j'ai pensé à l'écrire en fait simplement. Et donc ça me touche qu'Amanda tu l'aies pris avec toi et que tu l'aies accueilli et que tu sois plongé dedans. Ça me touche vraiment parce que voilà, c'est un cadeau quoi. Alors tu avais une question. Oui. Pourquoi avoir choisi de ne pas dévoiler le nom des deux femmes ? Parce que comment dire, je pense que parce que je voulais que ce texte ne soit pas ancré dans quelque chose de trop réel justement, parce que c'était quelque chose de terriblement réel pour moi, de terriblement dur pour moi au moment où j'ai écrit ce livre. Ça part d'une histoire très dure. Enfin, on reparlera justement du langage comme quelque chose qui permet de survivre en fait. Et donc, j'avais pas envie de l'ancrer dans le réel et dans la noirceur du réel et dans des prénoms qui le figent. Et donc, ça permet de faire. Voilà, c'est une jeune femme et une femme. Alors, c'est qui cette femme par rapport à cette jeune femme ? C'est qui cette mi-fée, mi-sorcière ? Pour toi, c'est qui ? Enfin voilà, en quoi ça résonne peut-être pour toi ? Qui ça pourrait être ? Est-ce que cette jeune femme ça peut être toi ? Est-ce que cette femme ça peut être toi ? Enfin voilà, donc je voulais pas je voulais absolument pas le figer. Et donc c'est une forêt, c'est une ville, c'est deux femmes, voilà, c'est une machine à coudre, c'est un piano. Enfin voilà. Une universalité en fait. Oui, mais hyper intime. Oui, c'est ça. Donc ouais. C'est très intime comme texte en fait, terriblement intime, et en même temps voilà, je voulais que le conte permet ça aussi. Enfin, on a parlé de conte tout à l'heure, le conte permet ça aussi. Mais on est dans le conte, hein, naturellement. On est un peu partout, mais on est aussi dans le conte, oui. On peut parler de sororité, je pense que au cœur de cette thématique-là. Complètement. Ouais. Ouais, c'est deux femmes, deux sœurs, ou une mère, une fille. Enfin, je sais pas, ça peut être une grand-mère, mais il y a une complicité, une connivence, une communion d'âme entre les deux, ça c'est sûr. On parle de femmes, de sorcières. Alors je voudrais qu'on vienne sur ce thème de la sorcière qui a été tellement... Là, on revient de plus en plus, enfin, avec les mouvements féministes, on réhabilite la sorcière. Alors j'imagine que c'est une thématique qui doit vous passionner. Oui, ça me passionne. Enfin, j'en suis une, donc sorcière, je pense. Enfin, j'espère. Amanda, t'es une sorcière J'aimerais en aussi. Oui. Ah, voilà. C'est pour ça qu'elle me comprend. Ouais. On se comprend entre sorcières. Racontez-moi un petit peu comment a évolué ce concept de sorcière, comment on le voyait encore il y a quelques années, et comment aujourd'hui on se rend compte de la puissance de ce terme et de cette femme. Oui, il y en a qui ont fait mieux ça que moi. Hein. Mona Chollet, elle a écrit un livre qui s'appelle Sorcière, il faut aller le lire. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que qu'on a tous en nous cette espèce de puissance et ce rapport à la nature qu'on a perdu. Voilà, cette importance de faire confiance à ses intuitions et à ce qu'on ressent et à notre contact avec... Enfin, moi, je suis très forêt, j'adore aller en forêt toute seule, j'adore... Voilà, Vous n'êtes pas loin des Ardennes, vous, en plus, à Tourder, là-bas. Oui, allez, on va dire ça. Oui. En tout cas, des forêts, peu importe. Oui. On se perd très vite dans une forêt, peu importe si elle est grande, on peut s'y perdre. Les titres des chapitres sont si intéressants. Partir, naître, engranger, transmettre, renaître. Ouais, c'est une philosophie de vie, quoi. Ouais, c'est le cycle, quoi. C'est comme ça qu'on vit notre vie, tous nos petits épisodes de notre vie. Enfin, tout est cycle. Donc ça peut être un cycle en amour, en professionnel. Enfin, on est renaissance tout le temps. Enfin, heureusement, et c'est ça qui fait qu'on tient et qu'on marche, quoi. Je pense, c'est de se dire qu'il n'y a pas une fin. Non, et justement, à la alors sans divulgacher, mais effectivement, c'est l'histoire d'un cycle, complètement. Votre conte. J'avais une question à poser à Amanda. Par rapport aux illustrations, donc on peut voir, je peux montrer ? Bien sûr, tu peux montrer. Sur cette
sur cette page, on a l'impression de voir une robe. Sur d'autres, c'est des mains. Par exemple, sur celle-ci, on a l'impression de voir une silhouette de femme avec un bouquet. Comment s'est déroulée votre collaboration avec l'illustratrice Manon Gignoux? Alors, c'est pas une collaboration, en fait, c'est pas une illustratrice. Donc je vais essayer de préciser. En fait, Esperluette, la maison d'édition qui a publié mon livre, la personne qui tient Esperluette, elle s'appelle Anne Leloup, et elle part de deux œuvres. Elle se fait se rencontrer deux œuvres. Donc elle a lu mon texte, elle a décidé qu'elle allait le publier, et elle l'a fait résonner avec une autre œuvre qui existait déjà. Donc l'œuvre de Manon Gignoux, elle existait déjà par ailleurs. Et donc ce sont deux œuvres qui se répondent comme si elles se tissaient, elles s'entremêlaient comme ça. Et donc c'est pas une illustration. Ça veut dire que ce qui est assez beau, enfin moi je trouve ça très fort, c'est que mon texte vient donner une lumière particulière à ces dessins, et ces dessins viennent résonner avec les miens. Et donc il n'y a pas eu de collaboration, mais il y a une rencontre incroyable, une sorte de court-circuit assez fabuleux. Et donc d'ailleurs j'en profite de lui faire un gros bisou à Manon Gignoux. Encore une histoire de sororité, ça. Encore et toujours. Encore une de plus. On n'en sort pas. Sylvain Levet, vous êtes auteur et acteur depuis 2004. Vous avez écrit à peu près une trentaine de textes de théâtre pour les enfants, les ados, mais aussi les adultes. La plupart ont été publiés aux éditions théâtrales et créés au 104 et aussi à la Comédie Française. Pour donner un peu le panel de votre travail. Votre premier texte, Wasmok, a reçu le prix de la pièce de théâtre contemporain pour le jeune public, premier d'une longue série. En 2017, vous écrivez gros un texte sur la naissance de votre vocation d'écrivain, que vous avez joué seul en scène à partir de 2020. Et Paloma est donc votre dernière pièce, si je ne m'abuse. Non, pas du tout. On est bon ? C'est la bonne. Jusque-là, on est bon. Alors, la pièce, l'histoire de femmes, de deux sœurs brésiliennes élevées dans les favelas. Paloma, la première ne rêve que de podium de mode, quand la seconde, Cristal, c'est une belle métaphore, est une passionnée de châteaux de cartes, mais qui s'effondre souvent, ces châteaux de cartes. Des femmes encore et toujours avec la mère, la mère des deux sœurs, qui effectue ses 4 heures de trajet quotidien pour faire le ménage chez la riche Angelina. Cette grande bourgeoise va découvrir la terrible condition des favelas et elle va s'engager corps et âme pour améliorer la vie dans ces bidonvilles. Et à des milliers de kilomètres de là, Paloma, qui est devenue riche, célèbre et dans la mode, top modèle, s'interroge, elle, sur ses valeurs et ses engagements. Une réflexion forte sur la liberté retrouvée de ces femmes. Amanda, qu'en as-tu pensé ? J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'il y ait différentes narratrices à différentes époques et aussi la fin sans spoiler. J'ai aussi aimé la complicité des deux sœurs malgré leur caractère très différent. Cette pièce de théâtre, elle nous plonge dans un univers mais qui existe réellement et ça nous fait réfléchir. Et aussi, jusqu'à hier matin, en fait, j'avais vu le livre. Donc, en l'ayant lu, j'ai vu que c'était un livre à consonance féministe. Et pour moi, l'auteur s'appelait Sylvie. J'avais pas vu que c'était Sylvain. Donc, après, quand j'ai vu que c'était un homme, donc vous, j'ai été agréablement surprise. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé. Tu as d'autant plus aimé que c'était écrit par un homme et que tu pensais que c'était... Oui. C'est un beau compliment. Très beau compliment. C'est juste une question de lettres finalement tout ça. Oui, moi j'écris beaucoup. Tous mes textes jeunesse sont souvent des jeunes filles qui ont la particularité de vouloir changer le monde. De re-questionner le monde dans lequel on vit. Souvent, mes personnages masculins, par exemple dans Wasmok, c'est un peu des futurs vieux schnocks. Et je pense toujours que j'écris en pensant à ma fille et j'espère qu'elle sera, elle a 12 ans et qu'elle ressemblera au personnage que j'écris. Il y a un seul personnage féminin dans mes textes qui s'appelle Michel. Dans Michel, doit-on t'en vouloir d'avoir fait un selfie à Auschwitz, qui est un peu moins dans cet esprit de rébellion, de sorcière, de jeune fille qui questionne le monde et qui le remet en cause. Et Paloma, au départ, elle n'est pas forcément là-dedans.
elle est plutôt dans un monde du paraître, dans un monde où elle épouse un petit peu le capitalisme et une espèce de bien-pensante comme ça. Le personnage que j'aime beaucoup dans Paloma, finalement, c'est Cristal, moi. Que j'adore, c'est un de mes personnages préférés. Comment vous la définiriez, Cristal? Cristal, c'est La sœur, donc c'est la sœur qui reste dans qui a fait le choix de rester dans la Rester dans la favela, favela. qui alors que sa sœur est partie dans les podiums du monde entier, défiler à Tokyo. Cristal, pour moi, c'est des personnages que j'aime beaucoup, qui sont assez proches des personnages que j'aime bien travailler, c'est-à-dire qu'elle est en même temps très naïve, elle est en même temps très presque fleur bleue, j'allais dire, dans une chose comme ça de je vais pouvoir changer le monde en faisant des bouches, en dessinant des bouches sur les murs de la favela. Et en même temps, elle est très forte, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus forte que Paloma, qui est finalement qui malgré le fait qu'elle voyage partout dans le monde, est très dépendante de tout le monde. Alors que Cristal est une ode à la liberté, comme Lys Martagon dans Lys Martagon que j'ai écrit, ou dans Alice pour le moment. Enfin, c'est des personnages, Cristal, elle ressemble à ces personnages que j'aime, qui sont des odes à la liberté. Paloma est moins libre que Cristal au final. C'est un personnage, Cristal est un personnage ancré dans le local aussi. Et le Brésil, pour ça, c'est un formidable terrain de romanesque. Oui, j'ai eu la chance, moi, d'y aller. En fait, au départ, c'était un monologue, ce texte. C'était un monologue que j'ai écrit pour un metteur en scène qui s'appelle Olivier Letellier, et qui a été joué au théâtre de Chaillot. Et puis après, il y a eu une tournée. Et en fait, je n'arrivais pas à me résoudre à ce monologue parce que j'avais écrit ce monologue pour des questions de production et des questions de tournée. Et j'avais dû abandonner un peu le personnage de Cristal. Et en fait, moi, je voulais vraiment qu'il y ait ces deux sœurs, qui est vraiment parce qu'en fait, ça crée aussi le conte. Pour moi, ça crée la fiction, ça crée le fait qu'il y ait deux sœurs, qu'elles soient hyper complices et en même temps très loin du monde, ensemble, dans cette aventure qu'est la vie, et que du coup, elles aient cette différence et qu'elles se retrouvent à la fin par rapport à l'événement qui va se passer. Alors, il y a un personnage aussi qui est passionnant, c'est Angelina, qui fait quelques kilomètres, mais qui en fait transcende sa classe sociale, qui elle est une grande bourgeoise et qui va s'intéresser aux favelas aussi. C'est un personnage vous avez imaginé, que vous avez pu croiser, que vous avez pu fantasmer. J'ai un peu croisé. Ouais. Et en fait ça faisait partie d'une autre histoire d'adoption, parce que dans les années 80-90 il y avait beaucoup d'adoptions de jeunes brésiliens que des Européens venaient chercher en France sous des conditions un petit peu des fois un peu étonnantes, et donc c'est une dame qui aidait des Européens à accueillir, à adopter des enfants brésiliens, les ramener en Europe. Après, moi, je suis parti. Alors, un texte, c'est toujours plein de choses. Il y a eu d'abord la comédienne qui a joué la première fois le texte. Un jour, on était dans le train, on revenait de Bretagne, on avait fait une semaine de résidence. Et elle avait des très longs cheveux, une grande tignasse. Et en fait, elle a passé son Morlaix Paris à changer de coiffure. Elle était en train de répéter un autre texte et je l'observais en train de changer tout le temps. Elle avait les cheveux longs, après elle mettait une queue de cheval, après elle faisait un chignon. Et en fait, elle ne se rendait pas compte, c'était un truc presque automatique en elle. Et la deuxième chose, c'est aussi cette photo que j'ai croisée quand je fais des rencontres en tant qu'auteur dans les collèges et les lycées. On a cette photo que vous avez tous vue sur banc. C'était la photo aussi d'un livre des Pinsons Charlot. C'est la favela, un mur et une grande maison. Vous l'avez tous dans les collèges et les lycées, cette photo. Et à chaque fois que je passais devant, je me dis, il faut écrire sur cette photo, c'est pas possible. Elle est tellement énorme, elle nous dépasse. On va parler des mots et du langage des mots, mais là, la photo était très forte et elle a même pas besoin de mots. Et puis je me suis dit, je vais quand même tenter d'en mettre des mots là-dessus, sur cette photo si forte. Et voilà, c'est comme ça qu'est née Paloma, finalement. Une question, Amanda ? Oui, pourquoi avoir choisi Paloma comme titre et pas Cristal ou Angelina ? Oui, du coup, vous avez focalisé sur peut-être la plus légère des trois, peut-être parce que le prénom est quand même très beau, je trouve. En fait c'est une fausse piste aussi. Moi je m'amuse beaucoup à faire des fausses pistes, à dire qu'effectivement on pourrait dire que c'est le personnage principal et qu'au final on se dit mais en fait c'est Cristal et c'est presque Angelina aussi, mais en même temps
finalement, Cristal, elle est très radicale depuis le départ. Elle sait où elle va, elle connaît son chemin. Alors qu'en fait, les deux, dans ce livre, qui vont connaître une variante de leur chemin, qui vont quitter l'autoroute pour aller sur un chemin de traverse, c'est Paloma et Angelina. Serait presque, en fait, quand j'ai changé du monologue pour faire une pièce, c'est même pas du dialogue, c'est une pièce de chœur, en fait. Je voulais que, en fait, ça pourrait porter le prénom de n'importe qui. Ça pourrait s'appeler Angelina aussi. Et après, je suis resté sur Paloma parce qu'il y a un petit côté aussi Brésil et que voilà, je le trouve assez joli quand même. Laura Luthard, vous êtes autrice, poétesse, metteuse en scène et comédienne. Vous êtes née dans une famille d'origine martiniquaise et bordelaise. Je crois que ça a son importance, on en reparlera tout à l'heure. Vous assurez par ailleurs la direction de Yakshi Company. Vous avez impulsé en 2018 dans le but de défendre la poésie contemporaine. Et vous dirigez, alors on en parlera aussi, le Bordel de la poésie de Paris. Et Au bord du bord est votre premier recueil. Alors Au bord du bord, de l'intime, mais tout en pudeur, des fragments de vous, de votre histoire. On sait la perte des parents, une histoire d'amour qui, comme toutes les histoires, ont une fin, la difficulté à trouver sa place, votre place dans la société. Alors ce poème est écrit, donne envie d'être entendu à haute voix. On l'aimerait en slam, hein, car il est parcouru de punchlines. Je veux juste en dire une parce que c'est pour rebondir ce que vous disiez sur les favelas et le mur. Le monde est, ce que vous écrivez, Laura, le monde est un village, mais si ce village est fait d'enclos, quel intérêt y a-t-il à en faire le tour? Je crois qu'on reboucle bien avec ce que vous racontiez dans l'histoire des favelas. Amanda, qu'en as-tu pensé? Alors, Au bord du bord m'a rendu perplexe au début. Alors déjà, je suis pas très poésie, mais quand j'ai lu le premier poème, donc quand vous parlez du coup... Attendez une petite seconde. Pardon. Est-ce que tu veux un coup de main? Non, c'est bon, il est juste là. En fait, il y a une phrase qui m'a... trois vers qui font une sorte d'effet choc. C'est « J'ai 30 ans, mes parents sont morts, je ne me sens pas jeune ». Alors qu'à 30 ans, on n'est pas censé être vieux. Donc, en fait, ça nous pousse à... Pas dit que j'étais vieille non plus. Hein. C'est une bonne base de discussion, je trouve. À 30 ans, on est vieux, on est comment? Non, je rigole. J'ai aussi aimé un autre extrait qui, que j'ai beaucoup aimé. C'est long, un pardon, et doux comme le coquelicot, sauvage et fragile, il pousse dans le propice, mais jamais ne se cueille. Je l'ai trouvé très... comment je peux décrire ça? Ça m'a touchée. C'est émouvant, je trouve. Mais en fait, la particularité de ce recueil, je trouve, c'est qu'on peut passer d'un sujet très intime, donc par exemple avec le décès de vos parents, à un sujet très général. Et du coup, en fait, ça me ramène au titre. On peut basculer parce qu'on est au bord du bord. Oui, oui, c'est ça. Hein. Le bord, on a encore les pieds dessus, mais on voit quand même. Et c'est ça que j'aime comme idée, c'est cette lisière permanente. Avec ou non la possibilité du choix d'ailleurs. Au départ, c'est parce que j'ai fait un voyage en Équateur et en allant là-bas, je me suis dit, donc je venais d'enterrer ma grand-mère qui était la dernière de mes aînés directs et j'y allais avec mon amoureux de l'époque et je me suis dit tiens, c'est intéressant ce double mouvement et l'Équateur pour moi, vu que c'est un endroit de séparation et de jonction en même temps. Donc ça s'appelait Équateur au départ et c'est Muriel Zac et Bruno Doucet qui m'ont dit bon ça va pas comme titre et qui ont fait émerger ce vers Au bord du bord qui était déjà présent dans le recueil et qui comporte cette idée de toute façon. Et c'est dans Shakespeare, Le Roi Lear, la scène de la tempête au bord de la falaise. J'ai appris ça un mois avant que le recueil ne sorte et j'étais assez ravie de cette résonance. Mais après, oui, l'écriture, elle s'est vraiment faite avec trois pôles, c'est-à-dire mon intime par rapport au décès de mes parents, effectivement, ma relation sensuelle et amoureuse, mais tout ça, j'avais impérativement besoin de le relier à quelque chose de plus politique, qui est effectivement ma place dans cette génération où les choses sont en train de bouger, où on est de toute façon dans un état de transition qui est général. Et donc l'idée, c'est vraiment d'être toujours, je tape dans mon micro, qui est toujours
une résonance comme ça entre ces trois points pour créer du mouvement aussi. Et d'ailleurs, le recueil est fait en 3 mouvements. Donc le 3 se retrouve beaucoup dans mes structures. Alors, du coup, tu disais tout à l'heure, je suis pas très poésie. Oui. Alors, est-ce que ça veut dire quoi, ne pas être très poésie? Ça m'intéresse. Comme en fait j'avais préparé pour le dire dans Doumodi, mais la poésie qu'on nous apprend à l'école, c'est pas forcément très à mon goût, c'est pas très intéressant et c'est peu compréhensible parfois pour des adolescents de comprendre du Apollinaire ou du Baudelaire. Et dans Au bord du bord et dans Doumodi, c'était plus compréhensible. Et c'est pour ça que... Compréhensible ou ça te parle plus? Ça me parle plus. Voilà. Ça me parle plus. Parce qu'il y a des moments, j'ai pas compris, mais ça me parle plus. Mais on a le droit de pas comprendre aussi le langage. Bah oui, parce que la poésie, c'est vraiment l'ordre du sensible. Alors c'est quelque chose qu'on dit souvent, mais c'est vraiment une connexion avec son émotion première. Donc il y a une image qui va venir frapper une personne très fort parce que ça vient résonner avec son vécu, parce que l'image est claire, parce que je sais pas, on va dire le mot pierre et qu'il y a une personne qui a un souvenir très ancré avec ce mot-là, et une autre personne, ça va être avec arbuste. Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais et en fait il y a cette espèce de circulation aussi des images qui viennent ricocher d'une personnalité à une autre, d'une sensibilité à une autre. Et effectivement, un poème va pas être reçu en fonction mais même de la période de vie d'une personne. C'est-à-dire qu'il y a plein de recueils, parfois on les relit 2-3 ans plus tard, et on se dit tiens, mais c'est marrant, ce poème, je l'avais pas du tout retenu, mais parce qu'entre-temps, nous, on a bougé, on a vécu des choses, et donc ça vient résonner à un autre endroit. Et j'aime beaucoup, en fait, cette idée que ce soit des sensibilités en écho qui, effectivement, se débarrassent du rationnel, se débarrassent du sens efficace, quotidien. Donc oui, la compréhension, en fait, elle peut s'ouvrir à plein d'endroits, quoi. Et je comprends que les poèmes de personnes qui sont mortes il y a très très longtemps nous parviennent un petit peu moins. Et puis parce qu'on est aussi aujourd'hui plus du tout dans ces recherches esthétiques et formelles, en tout cas moins. Et donc peut-être qu'au niveau du sensible, ça ouvre un peu plus. Je sais pas, je suis pas une théoricienne là-dessus. On en parlera tout à l'heure, notamment sur votre histoire de cabaret poétique du bordel ambiance. Voilà, on parlait aussi de modernité, on parlera justement de la poésie d'aujourd'hui, où elle en est. Clou, vous êtes chanteuse, compositeuse. Ouais. Compositeuse. C'est magnifique celle-là. Franchement, j'avais jamais entendu ça. Non, moi non plus. Compositeuse, c'est pas mal. Je sais pas d'où c'est sorti. J'aime bien. On l'a soufflé derrière. Donc on va la refaire. Ouais. Non, vous êtes autrice, compositrice et interprète. Vous avez été nommée aux Victoires de la musique en 2021 pour votre premier album Orage. Oui. Hein, vous avez toujours écrit et ce sont les mots et la chanson qui, dites-vous, vous ont sauvé. Alors sauvé de quoi? D'autres mots qui vous ont blessé, car les mots heurtent, mais heureusement les mots libèrent aussi. Le langage, c'est une arme ou une caresse, une libération ou le plus terrible des handicaps quand on ne le maîtrise pas. Le livre Doumodi est un voyage au cœur de votre adolescence, une série de poèmes qui sont un tout et que vous avez illustré en plus. Des premiers amours à la vie lycéenne, de coupes de cheveux ratés en désillusions familiales, de petites vexations en rabaissement quotidien. Vous nous faites comprendre l'impact des mots, plus violent parfois qu'une gifle. Oui, j'y crois très fort, ça, au pouvoir des mots. Ouais. Que les mots peuvent déchirer, détruire, mais qu'ils peuvent aussi soigner infiniment et vous envelopper et vous sauver aussi d'une certaine manière. Ouais. Amanda. Alors, Doumodi, j'ai beaucoup aimé, énormément, parce que comme je l'ai dit pour Au bord du bord, ça nous fait redécouvrir la poésie sous un autre angle, et c'est pas celle qu'on apprend à l'école. Et j'ai aussi aimé le fait que Doumodi soit à l'opposé de ce qu'on apprend à l'école, du coup, et que Clou nous parle comme si elle nous parlait pendant son adolescence. Et en lisant, j'ai pas eu l'impression de lire des poèmes, mais comme si je lisais une histoire, un roman. Et j'ai aussi apprécié le fait qu'elle aborde certains sujets de l'adolescence et de la femme sans détour, donc comme les règles ou le harcèlement dans les transports en commun. Et j'ai pas de poème préféré, mais j'ai beaucoup aimé Philibert, La nature est bien faite, ou encore L'anguille, qui m'a fait rire, mais qui fait aussi réfléchir. Et les jeux de mots aussi dans les différentes parties et dans le titre.
D'accord, bah, merci beaucoup. Rien. Philibert, il est authentique. Il n'est plus de ce monde, mais il est authentique. Alors rappelez-nous un petit peu. Ah là là, c'est donc ces 3 poèmes complètement différents, c'est drôle. Philibert, c'était le 4e mari de ma grand-mère, qui était un monsieur d'un niveau social qui était complètement différent du mien et qui nous le faisait bien sentir à table et qui nous, on était un peu des gueux pour aller rapidement et voilà, mais du coup je me moque beaucoup de lui. Langui, c'est j'allais dire mon premier exhibitionniste dans le métro, car j'en ai eu beaucoup. Mais je crois que c'est le cas de beaucoup d'enfants et de jeunes filles surtout, qui grandissent dans les grandes villes, j'imagine aussi dans les petites villes. Mais Je vois vos collègues de table qui font oui. féminines qui Voilà. hochent la tête. Non, mais le premier homme nu qu'on voit, on l'a pas vraiment choisi. Voilà, c'est quelqu'un qui s'impose à nous. Mais c'est un jour où j'ai eu un fou rire avec ma meilleure amie, parce qu'en fait, on était en train de parler, comme on parle quand on a 15 ans, et voilà. Et tout d'un coup, on pivote, et on voit un monsieur qui baisse sa braguette et qui sort son sexe, et on a un blanc, et ensuite le fou rire part tout seul. Et ce qui fait que cet exhibitionniste absolument affreux s'est senti mal, et il est parti en courant. Donc le rire a sauvé un peu le moment, tu vois, mais libérateur. Mais quand même, ouais, c'était violent, quoi. Ouais. Et le 3e, c'était Attendez. Ah oui, la nature est bien faite. La nature est bien faite. C'est une expression que je déteste. La nature est bien faite. Je trouve vraiment. Non, mais je trouve que c'est pas si bien fait que ça. Moi, j'aurais pas fait ça comme ça, si je peux me permettre. Et notamment, donc je parle des règles. Je trouve que c'est pas ouf la nature sur le sujet des règles. Voilà, pareil, j'aurais pas fait ça comme ça. Clou, vous aviez l'âge d'Amanda quand vous avez commencé à écrire? J'ai commencé vraiment très très jeune. Moi, j'ai commencé. C'était mon rêve d'enfant. Donc, je sais pas, j'avais 10 ans. J'avais 10 ans quand j'ai commencé à écrire. Ouais. Ouais. C'est un sorte de journal intime que vous avez repris, retravaillé. Vous êtes retombé sur des choses que vous aviez écrit carrément à l'époque ou... La seule chose que j'ai écrite à l'époque, c'est ma première chanson que j'ai mise dans le livre, qui est une chanson un peu voilà, c'est ma première chanson. Ayons de l'indulgence pour les premières chansons. Ouais. Et non, en fait, non, j'ai tout écrit récemment. J'ai tout écrit il y a 1 an et demi. Mais en fait, c'est une période qui était tellement forte pour moi, qui est tellement décisive aussi à plein de niveaux. On choisit son avenir, même si en fait on peut changer. On peut changer après. Hein. C'est ce que vous avez fait. Hein. C'est ce que j'ai fait. Hein. On va en parler tout à l'heure. Voilà, rien n'est définitif, vous inquiétez pas. Mais c'est quand même des périodes où on doit faire des choix qui sont importants et qui déterminent les 10 prochaines années. Et ça, c'est... Moi, j'ai vécu ça très, très durement. Et puis, c'est une période aussi où on est confronté à plein de choses nouvelles, hein, c'est plein de premières fois. Donc, c'est encore très vif pour moi. Je ne peux pas l'expliquer autrement. Je me souviens de plein de choses. Voilà. On va faire une petite pause, que je vous propose de poursuivre notre discussion autour du langage, mais après, dans un premier temps, je vous propose de poser notre tête dans les images. C'est la découverte d'un artiste. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans l'œuvre d'Attaque, un des artistes qui est présent à l'exposition Désir de Monde au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. Pirate bric-à-brac de Attaque, traduit de l'allemand par Camille Gauthier aux éditions Thierry Magnier. Des couleurs qui pétaradent, un style faussement enfantin, des pirates à la mine hautement patibulaire, un jeune garçon accompagné de son canard domestique. Cet ouvrage décoiffant croise sans complexe les codes classiques de l'imagier avec des références de la pop culture pour un résultat des plus étonnants. De prime abord, tout paraît normal. Dans les doubles pages, les mots et les illustrations font la paire en toute clarté. Lent, rapide, devant, derrière, sans dessus-dessous, veiller, rêver. Le jeu de ping-pong texte-image décline le vocabulaire du quotidien. Au passage, on s'étonne et on s'amuse en découvrant la foule hétéroclite de héros tout droit débarqués des cultures d'enfance.
Popeye, Tintin, Woody, Mickey, Donald, Babar, les Simpsons, Spider-Man, Fifi, Robinson, Le Petit Prince, Les Trois Petits Cochons, les Schtroumpfs, Peter Pan. La liste est longue. On se prend au jeu de n'en rater aucun. Sauf que finalement, le sujet n'est pas là. En y regardant de plus près, une double narration apparaît. Une histoire linéaire, bien que totalement foutraque. Pete, Igor, Ronia, Albert, Toop, Egon, Sacha sont les pirates. Mais qui est donc le principal personnage ? Nul ne le sait vraiment. Ce qui est sûr, c'est qu'une histoire se déroule dehors et une autre dedans. Et que tout à coup, une explosion, totalement imprévue, renverse le monde cul par-dessus tête. La littérature de jeunesse devient le socle où se confond le vrai et le faux. De l'acrylique, des crayons de couleur, un art du dessin inimitable, attaque, tel un DJ, mixe les genres, les codes, les expériences, et offre à chacun le loisir de danser dans l'histoire de l'art. Mais en quoi ce monde malhonnête serait-il désirable ? C'est à vous de le découvrir. Sachez seulement que dans l'univers de la loufoquerie, la subversion tient lieu de règles préférées. Nous parlons du langage aujourd'hui avec nos invités, avec Amanda qui nous vient de Drancy. Nous sommes en compagnie de Laura Luthard pour Au bord du bord, de Violaine Lison pour le conte Vous étiez ma maison, de Sylvain Levé avec Paloma et de Clou avec Doumodi. Je voudrais qu'on revienne sur le langage, notamment Clou. Je voudrais faire un petit lien avec Paloma. Clou, vous étiez, avant d'être chanteuse, vous étiez, me semble-t-il, attachée de presse un peu dans la mode. Ouais, j'étais journaliste aussi. Voilà, donc il y a un langage, il y a un langage particulier Ouais. dans celui de la mode. Le personnage de Paloma quitte les favelas pour aller dans la mode. Vous êtes revenu dans quelque chose de plus littéraire, de plus écrit. Quelle différence de langage entre ces deux mondes, celui de la mode et celui de l'écriture, de la littérature? La littérature, pour moi, c'est la liberté. Vraiment. Et il y a une souplesse aussi. Et il y a un monde qui s'ouvre. Évidemment, la mode, moi, j'ai adoré ça. Mais c'est quand même... Ça suit quand même des codes extrêmement précis. Je trouve qu'en littérature, en tout cas moi ce que j'ai essayé de faire en poésie, le champ des possibles est tellement immense que c'était beaucoup plus joyeux et beaucoup plus créatif, pour moi en tout cas. Ouais. Laura Luthard, la liberté, ça... de la poésie notamment, ça vous parle? C'est au cœur du sujet, dans le sens où je suis intimement persuadée effectivement que la poésie, c'est ce qui permet de faire exploser tous les cadres. Et tu disais tout à l'heure que toi, l'écriture t'a sauvée. C'est un peu mon cas aussi, d'abord en tant que lectrice, et puis après, effectivement, quand je suis rentrée en poésie, parce que j'avais un quotidien tellement difficile que le fait de pouvoir mettre de la poésie m'a moi-même donné presque dans ma vie réelle des clés d'invention, d'imaginaire, pour me dire mais non, je suis pas obligée en fait d'accepter cette chose qui m'est proposée, qui est douloureuse, qui est enfermante. Et donc c'est aussi ça que ça permet d'inventer des endroits nouveaux, profondément, que ce soit dans la pensée ou même dans les actions. C'est des chemins qui apparaissent parfois sur la ligne et on s'y attendait pas quand on a commencé à prendre le stylo. Et ça, la poésie le peut vraiment, puisqu'elle se dédouane de tout. Ouais. Vous entrez en poésie, vous dites? Oui, ouais. C'est vrai que c'est une expression étonnante, mais c'est le sentiment que j'ai eu. Et justement, c'est parce que je suis rentrée au bordel de la poésie. En fait, je voulais lire les poèmes qui moi, m'accompagnaient dans mon quotidien. J'ai entendu parler de cet événement. Je me suis dit, c'est fantastique, je veux le faire. C'est quoi le bordel de la poésie? C'est né aux États-Unis il y a une dizaine d'années. Et puis, en fait, qui veut ouvrir un bordel de la poésie contacte la maison mère là-bas et puis s'en charge. Et donc, ça a ouvert à Paris. Et moi, j'ai fait partie des premières poétesses à le faire là-bas. Et pour participer, pour faire ces lectures, il faut écrire ses propres poèmes. On ne lit
personne d'autre. Et donc c'est là que j'ai commencé à écrire. J'ai récupéré tous mes petits carnets et puis j'ai dit bon je vais écrire des poèmes, et ça a été, la première lecture a été une ouverture phénoménale. C'est pour ça que je dis que je suis entrée en poésie, parce que moi j'étais comédienne, je portais les textes des autres, et à partir de ce moment-là, tout a basculé, vraiment tout. Donc dans une voilà, un potentiel d'expression qui n'a aucune limite. Et l'autonomie aussi, ouais. On entre en théâtre aussi comme on entre en poésie, Sylvain? Oui, on peut rentrer par hasard aussi. C'était pas du tout prévu dans mon parcours. Je n'avais jamais été au théâtre avant l'âge de 20 ans. Je suis issu d'une famille qui n'allait pas au théâtre, qui pensait que le théâtre n'était pas pour elle, et que la culture n'était pas pour elle. Donc oui, je suis rentré au théâtre par hasard, et maintenant j'essaye par mon travail, par les rencontres, de faire peut-être pas rentrer tout le monde dans le théâtre, mais en tout cas qu'il n'y ait pas quelqu'un qui aurait pu y rentrer, qui n'a jamais eu la porte ouverte, ou en tout cas de se dire ah tiens je peux. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais je savais pas que je pouvais aimer la poésie, ou voilà, c'est des endroits, tout le travail qu'on fait tous les quatre et tous les autres qui sont ici, c'est de permettre de s'autoriser à aimer la poésie, de s'autoriser à écrire soi-même, de s'autoriser à faire ce métier. Et que je crois qu'on est utile là-dedans, parce que je crois que les mots c'est important politiquement aussi dans la vie. Quand on a les mots, on est libre. Quand on n'a pas les mots, on est un peu bloqué, parce qu'on peut pas donner une pensée, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, Amanda? Oui, en fait, comme vous avez dit, en fait, la poésie qu'on nous apprend à l'école, c'est pas comme celle-ci, mais le théâtre aussi. À l'école, on nous apprend Molière, Racine, etc. Mais c'est parfois ennuyeux. Mais ça... Pardon. Mais je me suis pas ennuyée en lisant Paloma. J'ai beaucoup aimé. Contrairement à ce qu'on a... Ah, ne dis pas de mal de Molière quand même. Non, c'est bien. Il faut y revenir, il faut laisser décanter peut-être. Oui. On va prendre une question d'une de tes camarades, Amandine. Bonjour Amandine, ça va bien? Bonjour. Oui, vous? Est-ce que tu aimes la poésie? D'accord, pose ta question. Donc, moi, ma question, elle est pour Violaine Lison, donc avec Vous étiez ma maison. Alors, premièrement, j'ai beaucoup apprécié la lecture. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut voir que la nature, elle a un point important dans ce livre. On peut vraiment le remarquer. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'avez pas, quand vous avez écrit, vous n'avez pas pris en compte le fait que les jeunes lecteurs allaient apprécier la lecture. Est-ce que vous pensez que c'est parce que vous avez mis autant mis en place la notion de nature, c'est pour ça que les jeunes lecteurs, ils ont apprécié? Alors là, je retourne la question, j'en sais rien du tout. Mais je sais pas en fait, je sais pas. Mais pour raisonner, la nature, la forêt pour moi ça me sauve. La nature c'est poétique, la forêt c'est poétique. Voilà. Et donc les noms d'oiseaux c'est poétique, les noms d'arbres c'est poétique. Et donc voilà, moi j'ai écrit un texte qui est un conte, un poème, un roman, un récit. C'est un peu compliqué. Mais je sais pas en fait. Mais l'important, je pense que c'est vraiment la liberté. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est en quoi le langage, la langue, nous libère, quoi, et libère le lecteur. Et moi, ce qui m'importe, c'est ça. C'est d'avoir trouvé ma langue. J'ai mis du temps. Hein, donc j'écris depuis que j'ai 10 ans aussi. Mais trouver sa langue, et on la trouve jamais. Mais oui, c'est vraiment quelque chose d'important. Et entrer en poésie, oui, c'est un pays. Voilà. Pour moi, la langue, c'est un pays. Et c'est un pays qui nous permet de nous rassembler. Moi, le livre précédent que j'ai écrit s'appelle « Ce soir, on dort dans les arbres ». Et c'est tout un texte, c'est un poème, un long poème qui parle de ma grand-mère qui a 100 ans. Et ma grand-mère... elle était vraiment quelqu'un de très terre à terre. Et le lieu où on s'est réunis, c'est dans la poésie, parce qu'elle perdait un peu la tête. Et c'est elle qui a dit « Ce soir, on dort dans les arbres ». Un jour, elle m'a dit ça. D'accord ? Et c'est un poème, ça. Et donc, voilà, moi, je pense que les enfants font ça, les personnes âgées font ça. C'est de trouver un pays nouveau, à part, quoi. Pas différent, pas contre le monde, pas en opposition au monde, mais à côté, quoi, sur lequel on peut tous se retrouver, quoi, petit, grand, vieux, voilà. Donc j'ai pas du tout répondu à ta question.
C'est pas grave, mais c'est pas grave. Ok. Moi, je trouve que oui. Si, absolument. Et d'ailleurs, ça me fait penser. Donc, finalement, vous voyez que vous arrivez à toucher un public jeune auquel vous n'aviez peut-être pas forcément pensé vous adresser. Ça me fait penser à Sylvain, parce qu'on avait évoqué ça au téléphone l'autre jour en parlant, en se disant comment on s'adresse aux jeunes ou pas aux jeunes, comment on les touche. Et en fait, vous m'avez sorti l'expression de démagogie linguistique. Vous n'êtes pas là-dedans. C'est ça, il ne faut pas être démagogue quand on parle à un public jeune ou n'importe quel public. Je pense qu'elle soit linguistique ou autre, il n'y a pas de démagogie et je pense qu'il faut qu'on écrive ce que nous... Un peu quand même, pas chez vous. Oui, l'époque est quand même un peu à la démagogie. Mais nous, notre travail, c'est d'être... En fait, je crois qu'il faut faire confiance à l'intelligence de la jeunesse et aussi à leur amour de la radicalité finalement. Je crois qu'ils aiment les gens qui sont radicaux dans leur travail et qui proposent quelque chose qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de... Je crois qu'il faut leur faire confiance parce qu'ils sont capables de voir la différence entre quelqu'un qui va épouser une sorte de bien-pensante pour se dire tiens, je vais plaire à quelque chose ou à quelqu'un, et quelqu'un qui a son propre chemin, qui peut plaire, ne pas plaire. C'est la définition de la radicalité. On peut plaire ou ne pas plaire, mais nous, on doit écrire ce qu'on a envie d'écrire. Et en fait, au final, à long terme, c'est une question de court terme et long terme. À court terme, des fois, on est un peu perdant, si on parle comme ça au niveau d'une compétition. Mais à long terme, on est gagnant parce qu'au final, je crois qu'on reste plus dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils ressentent et qu'ils aiment vraiment des gens qui leur proposent des univers uniques, radicaux. Parce que en fait, c'est aussi une prise de conscience qu'ils sont intelligents, qu'ils sont capables et on les respecte en fait. Enfin, moi, c'est toujours mon parti pris. Oui, c'est juste pour parler d'un ouvrage assez fondamental sur ce sujet, je trouve, et c'est bien aussi qu'on puisse se donner des références. Ça s'appelle Confiscation du temps, des mots et des images de Marie-Josée Mondzin. Et le sous-titre, c'est Vers une autre radicalité. Donc, tu vois, ça reprend tout ce que... Et c'est vraiment très beau parce qu'elle parle justement de comment le mot radical est devenu aujourd'hui négatif, alors qu'en fait, il faut lui redonner son énergie positive de volonté de changement, notamment pour la jeunesse. Et moi, c'est un livre qui a été fondamental justement sur comment partager, comment s'adresser. Voilà, Confiscation, je le recommande. En tout cas, on parlait de faire confiance à l'intelligence de vos lecteurs. Amanda nous en a fait la preuve, parce que c'est pas un univers que tu connaissais, ce qu'on t'a proposé de lire. Qu'est-ce que tu en as retiré, toi? Qu'est-ce que tu voudrais nous en dire? Et qu'est-ce que ça t'a peut-être appris sur toi ou... Comme je l'ai dit, la poésie, je lisais pas beaucoup. Et je me suis rendu compte que j'aimais bien, finalement. Pas la poésie classique. Oui, on a compris. Mais j'ai beaucoup aimé. Voilà. Le théâtre aussi. J'avais beaucoup de mal. L'année dernière, j'étais allée au théâtre avec ma classe. On avait vu, je crois, une pièce de Molière. C'était bien parce que c'était à la Comédie Française, c'était beau, etc. Mais la pièce, c'était... Bon. C'était classique. Voilà, donc tu iras voir maintenant les pièces de Sylvain Levé. Voilà. Merci beaucoup. Le thème du langage vous passionne certainement. Vous en voulez plus? Eh bien, découvrons la sélection de Cécile Rubaud-Caillol, disponible sur la plateforme Kibookin. Se mettre en mots. Continuer de désirer le monde. Petit florilège de titres à découvrir sur Kibookin. On a super marché sur la Lune, de Sébastien Joignez, aux éditions La Joie de lire. La Dragonne et le drôle, de Damien Galisson, aux éditions Sarbacane. Depuis que je suis née, de David Lescott, illustré par Gala Vanzon, aux éditions Actes Sud Papier et Yoka Jeunesse. De cap et de mots, de Flore Vesco et Kéras Coët, aux éditions d'Argo. La nuit des figues, de Naïma Boudoumi et Zoé Lolani, aux éditions Le Port à Jauny. Et chez vous, Kibookin. Retrouvez toute l'année nos recommandations de lecture sur kibookin.fr. Et voilà, une fois de plus, on a perdu contre le chrono. C'est l'heure de se dire au revoir. Merci Amanda, vraiment de ton investissement, de ton travail, de ta spontanéité. Merci à Laura Luthard. Je rappelle votre livre Au bord du bord chez Bruno Doucet. Violaine Lison, merci beaucoup. Vous étiez à Ma maison aux éditions Esperluette. Sylvain Levé, Paloma aux éditions théâtrales. Clou Doumodi, c'est chez Rajo et peut-être sur scène aussi bientôt. Oui, avec plaisir. Ouais.
Voilà, sur scène. Non, mais vous, sur scène, avec plaisir aussi. On ira vous voir avec plaisir aussi. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, tous les quatre, d'avoir participé à cette émission. C'était la dernière du Café littéraire. Un grand merci à toute l'équipe du Salon du Livre de la presse jeunesse de Montreuil. Vous avez rendez-vous dans un instant avec pour la dernière émission aussi, du Social Club d'Antonella Franchini. À très bientôt. Qui sait ? Au revoir.